ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre, si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Et des contenus d'extrême droite français ou du monde entier. Et de toute façon, ces plateformes ont décidé de rompre la neutralité informationnelle, puisque le possesseur de celle-ci s'est engagé dans le combat démocratique et l'international. International réactionniste. Enfin... Moi, j'ai même pas envie de vous poser des questions. Mais non, mais regardez. C'est extrême bah oui, droite. on tombe surtout sur des contenus qui t'aiment pas ta gueule. Donc au bout d'un moment, on va monter à quoi 98, 99%. En fait, il y a un problème, c'est que Emmanuel Macron a peut-être ouvert X et est tombé sur les 43% de Français qui ont voté pour le Rassemblement national au deuxième tour, ce qui fait quand même quasiment la moitié de la population. Ou LFI, parce que ou les suggestions... ou les 84% qu'ils détestent. Il faut comprendre aussi comment marchent les suggestions algorithmiques de Twitter, de X, pardon. C'est que quand ils disent des contenus pour vous, ça veut pas dire des contenus qui vous intéressent. Ça veut dire que si vous êtes de gauche, on vous met des contenus de droite pour que vous likiez, que vous commentiez, que vous partagez, que vous critiquiez. Si vous êtes de droite, on vous met des contenus de gauche. Donc il y a ça aussi. C'est une recherche d'une certaine forme de politique de clash que Twitter a, je trouve, mieux compris que Facebook, qui te conseillait que des trucs qui allaient dans ton sens. Donc du coup, c'était chiant parce que finalement, à force d'avoir que on sait comment ça marche, on réagit plus. Oui, là, on crée, on n'est pas d'accord. Bon, bah, c'est une façon de voir le débat. Mais ce qu'il appelle des contenus d'extrême droite, c'est avant tout des contenus. Il n'y a pas que des contenus d'extrême droite. Il y a aussi des contenus LFI de gens qui n'aiment pas sa gueule. Et des contenus. Et surtout, extrême droite, c'est quand même très très large. Hein. Dire je suis contre l'immigration, c'est extrême droite aujourd'hui. Oui, bien sûr. Non, mais qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est d'extrême droite. Tout le monde est soit d'extrême droite, soit complotiste. Dès qu'on est contre le discours officiel. Enfin, je crois que tout le monde a compris ça. En fait, il y a même plus besoin de rien dire. Mais dans son intervention, il dit eux ne sont pas dans la neutralité informationnelle. Parce que lui, il est dans la neutralité informationnelle. Oui, et ses copains aussi. Et puis les 40 associations d'Aurore Berger, là, elles sont dans la neutralité informationnelle. Quand tu allumes France Inter, c'est la neutralité informationnelle. Quand tu allumes LCI, c'est la neutralité informationnelle. Il n'y a pas de problème, évidemment, c'est la neutralité informationnelle. Non, mais tout ça. Les mots n'ont plus de sens. Les mots n'ont plus de sens. X n'a jamais, ou Facebook, n'ont jamais prétendu être des médias au sens d'avoir signé une convention avec l'Arcom. Enfin, qu'est-ce qu'on leur impose des choses qui ne sont pas les mêmes? On ne peut pas leur imposer les mêmes cahiers des charges que BFM, TF1 ou autres qui ont signé, qui sont financés par de l'argent public, même quand elles sont privées, à X. Qu'est-ce que c'est? En fait, j'aimerais bien que Musk voit cet extrait et qu'il réagisse. Hein, à mon avis, ça va souffler pour Macron. Hein, il va lui souffler dans les bronches d'ailleurs si ça se passe. Et j'aimerais bien voir ça parce que je trouve que c'est d'abord hyper ringard. Macron qui a reçu Elon Musk plusieurs fois en France à grande pompe. Hein, oui. Et après d'ailleurs, on va essayer. C'est avant qu'il rejoigne l'international réactionnaire. Ouais. Et puis on va essayer d'avoir des investissements, etc. Alors qu'on se présente avec le discours le plus ringard et le plus délirant qu'on puisse avoir dans le monde entier avec ce genre de propos. Voilà. Donc le problème, c'est que cette bataille, il l'a perdue. Il la perdra. Le seul problème, c'est qu'on a face à nous des fous furieux. Moi, c'est le seul truc qui m'inquiète. C'est comme la Russie. Normalement, la guerre, c'est plié depuis le début. On devrait négocier, on devrait redialoguer avec la Russie, essayer d'avoir un accord de paix, qu'il y ait le moins d'Ukrainiens et de Russes qui meurent dans cette affaire, qu'on arrête tout ça, qu'on arrête de mettre du pognon et des armes là-dedans. On devrait être rationnel, comme essaie, je crois, de le faire Trump dans des conditions difficiles. Le problème, c'est que face à nous, on a des gens qui ne sont pas rationnels, qui sont dans l'idéologie pure, et qui sont. C'est pour ça qu'il est quasiment impossible de faire de la spéculation sur les moindres décisions politiques de Macron. Exactement. T'arrives dans des débats, alors il va dissoudre, il va machin, t'en sais rien. Leur monde se dérobe sous leurs pieds. Et donc, ils sont capables du pire. C'est pour ça qu'il faut leur opposer la plus grande des résistances. Normalement, il devrait y avoir un énorme événement national en France. Il devrait y avoir une énorme manif en France pour la liberté d'expression. Comme les Britanniques ont su le faire avec leur drapeau. C'est l'occasion d'ailleurs de sortir les drapeaux, ce qui nous réunit tous, ou presque. Nous devrions normalement nous élever contre cela. Et créer cet événement inédit, transpartisan, qui ferait que les Français diraient « arrêtez de nous prendre pour du bétail ». Identité euronumérique, censure des réseaux, tout ce que vous voulez, même vaccination obligatoire. Enfin, tout ça, pour moi, c'est la même logique. C'est-à-dire qu'on va contre nos libertés. Or, ça suffit, quoi. Je veux dire, on n'est pas leur sujet. Il faut on n'est pas leur nos bétail. libertés Voilà. fondamentales, parce que liberté, après, on peut dire que liberté absolue, c'est pas nos libertés fondamentales. Évident. Non, mais c'est un point il faut important. que s'applique la lutte contre la diffamation, la censure. On va pas appeler à Les tuer appels des au gens. meurtre. Mais tout ça, on est d'accord là-dessus. On appelle ça le premier amendement américain en fait. Ouais. Hein. On Oui, va pas mais même sans aller jusque si là. sur X je mets il faut tuer quelqu'un, il serait normal que j'ai un problème. Mais je vais pas le faire, j'ai pas envie de faire ça. Mais par contre, si je dis je trouve que Macron mène une très mauvaise politique et que Ursula von der Leyen est vraiment une calamité, je dois pouvoir le dire et l'écrire. Or, je suis pas certain que demain matin j'aurai encore le droit de l'écrire et de le dire sans avoir les flics à 6h du matin le lendemain chez moi. Mine de rien, Twitter, X comme on dit, c'est un bien meilleur niveau que le journaliste parce qu'il y a un truc incroyable qui n'existe pas, ça s'appelle les notes de la communauté. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, chers auditeurs, quand vous êtes sur Twitter et qu'il y a un article de BFM, parce que ça arrive beaucoup sur BFM, qui raconte n'importe quoi parce qu'ils sont quand même assez coutumiers des fake news, en fait les gens en dessous peuvent mettre une note de la communauté qui est après votée de façon
information apartisane par tous les bords et qui dit si cette information est vraie ou fausse. Ça, vous l'avez pas à la télé. Quand il y a des gens à la télé qui vous racontent n'importe quoi, ou dans la presse écrite, dans Libération ou dans le Ou dans Monde, Wikipédia. ou à Wikipédia, j'en parle pas, c'est fini Wikipédia. Et bien là sur Twitter, vous avez les notes de la communauté qui est l'une des plus grandes inventions de l'humanité des réseaux sociaux, j'ai l'impression, vraiment. C'est bravo Elon Musk, c'est incroyable. On peut savoir si une information est vraie ou fausse grâce aux notes de la communauté, Greg. En tout cas, on peut la relativiser et on peut se dire, ah là, il y a des notes de communauté, ok, il faut aller vérifier. Et il faut les vérifier. Pôle emploi pour les fact-checkers. Et ce qui est une extrêmement bonne nouvelle. Il y a eu une chronique de... C'est lequel ? C'est Pain Julien qui a Pain. fait une chronique pour dire les notes de communauté, c'est le début de la dictature, c'est terminé. En traduction, on pourra plus mentir. moi, je suis au chômage. Et il a fait une espèce de chronique sur les notes de communauté pour nous expliquer que... Non, en fait, ce qu'il décrit là, c'est le fonctionnement de Wikipédia aujourd'hui. Tu vois, ils ont très très peur de ça. Et en fait, il y a une chose très importante, c'est la qualité. C'est-à-dire que la qualité du débat, regarde le débat qu'on a ce matin, et quand on a des débats dans les médias indépendants, je suis désolé, moi parfois je retourne un peu dans les médias traditionnels, j'en ai pas beaucoup d'invitations, mais quand j'y vais, la plupart du temps j'ai l'impression de dégringoler 10 000 km. Mais vraiment, et j'ai du mal à même réadapter. Nous avons ici des débats de fond, on cite des textes, on réfléchit ensemble, enfin c'est des débats intéressants, c'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs. Quand vous allez la plupart du temps dans les débats des médias mainstream, c'est effrayant. On vous parle H24 de politique politicienne, de l'écume des choses, il n'y a plus aucun débat de fond, c'est terminé. J'ai discuté l'autre jour, j'avais croisé Emmanuel Todd, on se rappelait qu'on avait fait ensemble, un peu en mode ancien combattant, on avait fait des débats sur France 2 sur l'euro. On se disait, mais aujourd'hui, où est-ce qu'il y aurait un espace à la télévision pour avoir un débat sur la souveraineté monétaire de la France, qui est pourtant un sujet fondamental à bien des égards. Ça n'existe plus. Par contre, vous l'avez dans les médias indépendants et sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils attirent d'ailleurs. Les gens ne sont pas idiots, c'est plutôt un signe d'intelligence qui fonctionne parce que la qualité attire le public. Mine de rien, on se rend pas compte à quel point les journalistes tels que ceux de BFM ne sont pas au courant de ce qui se passe. J'ai eu une discussion avec une journaliste de BFM avec qui je m'entends très bien sur Chat Control. Elle savait même pas que ça existait. Ouais. Il y a un mois, pas il y a 3 ans, il y a un mois, je lui ai dit, je comprends pas pourquoi vous parlez jamais de Chat Control sur BFM. Elle m'a dit, c'est quoi ? C'est important de le souligner. Et donc c'est même pas une malveillance. C'est important de le souligner. La majorité des journalistes sont juste des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font. Et qui sont d'ailleurs très souvent plus des journalistes, mais des pigistes. Bien sûr. Parce qu'on l'a vu avec l'affaire sur les fonds de France 2. Ils ont, je crois que la moyenne d'ancienneté des gens en CDI dans le service public est un truc genre 30 ans. C'est délirant. Et ils ont une masse salariale où ils ont des taux d'emploi d'intérimaires, de stagiaires, mais qui pètent des plafonds qu'on retrouve pas dans les pires entreprises ultra-capitalistes, etc. Alors que c'est censé être le service public de gauche, tu vois. Et alors qu'ils ont des taux de gens précaires qui sont terrifiants, en fait. C'est délirant le service public. Moi j'étais allé chez France Télévisions, vraiment se balader. T'es déjà allé chez France Télévisions? Oui. France Info TV, machin, France 2 et tout. C'est oppressant déjà. En fait c'est très grand, des vitres partout, mais c'est oppressant. Et tu vois en fait les gens payaient 25 000 € par mois comme Léa Salamé et les gens payaient 800 € par mois à la pige qui sont à côté. Et c'est vraiment l'injustice du service public qui prend 4 milliards par an, je rappelle. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que les 20h, que ce soit France 2 ou TF1, il y a 10 ans, ils faisaient 7 millions et demi tous les soirs. Aujourd'hui, ils sont à 4 millions. Même Salamé, 3,7 millions, 3,6 millions. Elle reviendra pas, Salamé, je crois. Elle reviendra pas, son Joker. Jean-Baptiste Marteau, il va nous faire une Marie Saint-Filtre, là, j'ai l'impression. Que ce soit même à la limite Salamé ou autre, de toute façon, structurellement, il y a un effondrement de tout ça. Et je vais vous dire, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais il faut que ça continue. Il faut que ça s'effondre. Et ça va s'effondrer. Parce que c'est pas bon. Parce qu'en plus, ils bossent pas, la plupart. Il y a toujours des exceptions, mais beaucoup ne bossent pas, travaillent pas. Donc ils nous ont encore sorti la fake news. Ils nous ont encore sorti la fake news de l'IA qui consommerait 50 litres d'eau à chaque requête, qui a été débunkée 1 milliard de fois parce que c'est des circuits fermés en fait. Donc l'eau, elle s'évapore pas à chaque fois que vous faites une requête. Dieu merci. Dieu merci, sinon le système serait pas viable. Et donc il y a eu un reportage sur France 2, je crois, France 2 ou France 3, où ils expliquent, 15 minutes, 3 minutes où ils parlent d'un truc complètement faux. Complètement faux. Chaque requête consomme 50 litres, ce centre consomme 50 millions de litres par mois. Oui, mais alors, résultat, non, ça marche pas comme ça en fait. Là, c'est presque drôle. Les mêmes d'ailleurs mettront leurs photos aux Bahamas sur Instagram, sans vous y voir de problème. Mais le problème, c'est que par exemple, Radio France a une convention maintenant. Ils n'ont plus le droit de donner la parole à l'antenne à des climato-sceptiques. Dit climato-sceptiques, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Des gens qui considèrent qu'il y a peut-être encore un débat possible, parce que la science fonctionne toujours sur le débat, et que ça n'a pas été pour l'éternité décidé une bonne fois pour toutes par un rapport du GIEC, et qu'on peut encore réfléchir. Bah non.
C'est écrit dans leur charte. Comme dans leur charte, vous savez que pendant la campagne des Européennes en 2024, il y a eu 130 millions d'euros venus de la Commission européenne sur des médias. Moi, j'ai écrit à la Commission, j'ai demandé la liste des médias français. Il y a tous les médias européens, mais des médias français qui ont reçu cet argent. Alors, je sais qu'il y a du Ouest France, tout ça, mais c'est très difficile d'avoir la liste avec les montants. Mais ils ont reçu ça pendant la campagne. Alors, vous imaginez que si vous recevez de l'argent de l'Union européenne, vous n'allez pas trop donner la parole à l'antenne à des gens qui veulent sortir de l'Union européenne. Vous voyez, ça pose des problèmes fondamentaux, structurels. Voilà. Alors, pour le coup, en parlant de charte, il y avait la charte de Marseille qui avait été signée par plein de médias qui, sous couvert de déontologie, poussaient les médias à taire toutes les réalités sur l'immigration. Ouais, aussi. Et personne n'en avait parlé. Moi, j'en avais fait un article sur Frontières, c'était en mai 2025, et ils avaient signé cette charte le 29 avril 2025 lors des assises méditerranéennes du journalisme à Marseille. Et on ne devait parler dans cette charte que de l'immigration de façon positive. On n'avait plus le droit de dire quoi que ce soit de négatif et d'inviter des gens qui peuvent diffuser des stéréotypes ou quoi que ce soit sur l'immigration. C'était délirant. C'est la Pravda. En gros, ils ont dit on ne pourra plus expliquer quand un clandestin sous OQTF tue quelqu'un. Ben, il faudra plus le dire. On l'a vu pendant l'affaire Lola. Et c'était délirant. C'était passé sous Lola, Philippines. On était, moi, j'étais aux 2 manifs d'ailleurs de soutien. On était vilipendés pour avoir osé montrer, je pense de manière en plus sans extravagance, on a montré une solidarité et il y a un message politique évidemment qu'il faut virer les OQTF, évidemment que derrière il y a une question de souveraineté migratoire, d'application des lois qui relève d'une décision pénale quoi. Et voilà, et c'est incroyable. Et déjà on a vu à ce moment-là, est-ce que dire l'immigration administratif, pas pénal. Alors est-ce que dire l'immigration est une chance pour la France est un stéréotype? Mais tu peux distinguer un OQTF parce qu'il a fait quelque chose qui relève de quelque chose qui relèverait de la délinquance pour un Français du quotidien, enfin un Français qui a des papiers, et celui qui est une décision administrative. Enfin, des fois, j'ai vu, tu regardes des étudiantes en médecine, elles sont obligées de rentrer en 3e année alors qu'elles sont juste là pour bosser. Enfin, tu vois, tu peux distinguer les choses, mais Macron est en train de se plaindre d'un monde qu'il a créé lui-même aussi. Parce que ce qui permettait d'entretenir l'illusion démocratique qu'il y avait une gauche, qu'il y avait une droite, c'était quand on avait un PS et un UMP qui était à 30%. Donc là, tu pouvais faire croire aux gens qu'il y avait de la gauche, qu'il y avait de la droite. Mais Macron, il a dit tout ça, ça va devenir le centre. Et puis, ce qu'on appelait jadis l'extrême gauche et l'extrême droite, on va en faire finalement la gauche et la droite. Ah oui, mais il faut pas se plaindre après. Parce que du coup, tu te retrouves avec des discours plus anti-système, entre guillemets. Ouais. Mais tu te dis, il faut pas les oui, mais moyen anti-système. Tu vois ce que je veux dire? Ça marchait mieux quand même quand tu avais un PS et un LR qui se faisaient des alternances pendant 40 ans. De mettre en place une fausse opposition. Le problème, c'est que le système a digéré sur ses marges. Mais c'est Macron qui a créé ça. Le RN n'est plus que l'ombre de lui-même, en réalité, idéologiquement. Enfin, ça serait un autre débat. Oui, mais le macronisme, c'est le PS et l'UMP ensemble. Oui. C'est la fusion parfaite. Ouais, mais maintenant, le système a quand même débordé là-dessus, mais de ses marges. Mais la réalité, c'est que votre nom de média, vous Frontières, par exemple, ne reste que Frontières, c'est un stéréotype. Frontières pour être perçu, rien que dans son nom, comme un problème. Tu vois, pourquoi une frontière? C'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Voilà, c'est frontière européenne, ok, c'est très bien. Frontex, tout ça, ça n'existe pas. Donc, mais frontière nationale, très mal. Tu vois. Donc, non, on va rentrer dans 1984 si on bouge pas. On y est déjà largement. La novlangue, l'inversion des mots, on y est déjà très largement. Mais le discours de Macron, c'est de l'inversion systématiquement. C'est la novlangue. Les mots ne veulent rien dire. Dans le discours de Macron sur les réseaux sociaux, il dit vraiment ces mots n'ont aucun sens. Il va les médias qui sont libres et indépendants en parlant de l'humanité et du monde, les réseaux sociaux qui sont d'extrême droite. Tu rajoutes ces anglicismes insupportables. Je finirai là-dessus parce que je dois y aller moi. Mais le procès Brigitte, ils sont allés attaquer au nom du cyberharcèlement. Ça existe le cyberharcèlement et c'est un problème pour des gamins et c'est là-dessus normalement c'est la loi Chiappa de 2018. On nous a vendu la loi comme ça, on a dit c'est pour protéger vos enfants etc. Et c'est un vrai sujet. Sauf que là Brigitte Macron n'est pas une gamine qui va à l'école, qui est cyberharcelée par ses camarades, c'est pas ça le sujet. Elle a utilisé cette loi qui est rentrée dans le code pénal. Elle a utilisé 2 articles et en fait c'est une manière, et c'est très très vicieux et très très dangereux, c'est une manière de contourner le droit de la presse. Parce que le droit de la presse est quand même assez protecteur de la liberté d'expression, encore aujourd'hui. Donc là, par contre, la loi sur le cyberharcèlement, c'est pas du tout protecteur de la liberté d'expression. C'est vraiment, si vous faites 2 tweets, parce que là, il y avait des gens un peu connus, mais il y avait aussi des gens complètement lambda. Non, c'était un mec connu et que des lambda. Ouais, ou deux, mais il y avait... C'est qui le deuxième? T'avais Zoé Sagazan là t'as Zoé Sagan et Bertrand Scholler qui avait 100 000 abonnés quand même sur X. Mais pas très connu mais qui avait quand même beaucoup d'abonnés. Mais les autres ils avaient effectivement 40 abonnés, ils avaient fait 2 tweets. Et en fait pour 2 tweets 40 abonnés, eh bien on les attaque pour cyberharcèlement, ce qui est délirant. Mais ça préfigure ce qu'ils veulent faire ensuite.
Et imagine, tu fais une enquête sur Frontières, qui attaque, qui sort des trucs sur la Macronie ou le pouvoir en place, et ensuite tu relais sur des réseaux et c'est relayé par des comptes, y compris des petits comptes, on pourra attaquer pour cyberharcèlement. Et donc on aura détourné le droit de la presse. Macron le prend mal. Et c'est ça la fonction de ce procès. Ce procès n'a pas d'autre fonction. D'où le témoignage de Tiffaine Auzière, bien sûr, qu'on a dit arriver pour témoigner. Branco y était au truc. Non. Alors son témoignage, elle a sorti son téléphone, ce qui est à moitié autorisé normalement dans un tribunal, et elle a lu un communiqué d'avocat en expliquant ma maman va mal et j'observe une détérioration notable depuis. Oui, parce que c'est un des critères de la loi. Parce que c'est obligatoire dans la loi Chiappa. S'il n'y a pas de détérioration de l'état de santé, c'est percevable. Il y a des mots-clés à dire. Et en fait, elle a lu un communiqué d'avocat. Et Brigitte Macron a refusé l'entretien médical et psychologique. C'est bien son droit. C'est bien son droit de le refuser. Mais si elle le refuse, elle n'entre plus dans les cases de la loi à cyberharcèlement. Donc donc on a fait venir une expert médicale, Tiffaine Auzière, c'est complètement délirant, la fille, pour expliquer qu'elle avait bien un problème médical. Qui a lu le truc. Normalement, c'est en janvier, 6 janvier. Normalement, c'est percevable. Normalement, ils doivent tous être relaxés. Oui. Ou alors il fallait attaquer pour diffamation et insulte. Là, peut-être qu'il y avait un procès à faire, j'en sais rien. Alors, elle a déjà perdu il un aurait pu se procès en défendre. diffamation, je crois, parce que le tribunal avait jugé qu'être transsexuel n'était pas diffamatoire. Oui, alors ça, c'est l'autre Natacha Ray, où ils ont été relaxés. Et ils ont même jamais attaqué sur le fond du sujet. Ils ont toujours trouvé des portes. Et d'ailleurs, surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est que les médias mentent à 2 reprises. Déjà, comme tu dis, ils monopolisent sur Zoé Sagan. Alors qu'il y a notamment un des clients de Roanne qui est un handicapé à 80%, qui est poursuivi. Qu'ils ont été chercher chez lui. Les gendarmes étaient là et disaient, mais du coup, bon, ils ont rappelé le juge en mode, bon, bah voilà, on n'instruit pas, puisque le pauvre monsieur ne peut même pas nous ouvrir la porte. Si, mais il peut pas venir au procès. C'est pas grave, on juge, il est pas là. Pour 2 blagues sur Facebook d'une personne handicapée à 80%, qui sait même pas ce qu'elle fait. Ces gens-là ont été, si tu vois le dossier, ils ont été suivis pendant 3 mois. Pendant 3 mois, on savait jour par jour où ils étaient, ce qu'ils faisaient. À tel moment, il est allé s'acheter un Big Mac, tel jour, il est allé acheter un journal, il est sorti de chez lui à 9h27. On a mis des moyens policiers considérables. Et pendant ce temps-là, on va t'expliquer qu'on peut voler les joyaux de la couronne au Louvre, qu'il n'y a rien, il n'y a même pas une caméra. Alors, on veut mettre des caméras avec reconnaissance faciale partout pour nous fliquer. Par contre, ça, c'est un gros problème, les caméras reconnaissance faciale. C'est un des autres sujets. J'aurais dû le citer. Identité numérique, euro numérique, reconnaissance faciale, tout ça, c'est le même sujet. Alors là, le truchement, ça a été les JO. C'est depuis les JO qu'il y a la reconnaissance algorithmique qui n'est pas encore faciale, mais ça a été voté, désolé, au Parlement par les députés macronistes, LR et RN. Moi, je comprends très bien qu'il est fait aux JO. Ça marche très bien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça marche très bien. Et qu'on va pouvoir fliquer tout le monde avec ça. Tu sais qu'aux JO, mais ça n'a pas marché si bien que ça. Ah ouais ? Il y a eu beaucoup de faux positifs. Parce qu'en Chine, ça marche extrêmement bien. Ils sont à des niveaux. Mais tu as raison, leur but, c'est la Chine. Crédit social. C'est le crédit social. Derrière tout ça, c'est le crédit social. Voilà, toute cette architecture mène au crédit social. Et leur modèle, c'est toujours la Chine. Et tu as le concepteur, d'ailleurs, du crédit social en Chine, un Chinois, dont j'ai oublié le nom, qui avait dit, si vous aviez dans une interview un journal suisse, qui avait dit, si en France, ils avaient eu la reconnaissance faciale à ce moment-là, il n'y aurait pas eu les gilets jaunes. Ça devenait impossible. Strictement impossible. Tout le monde préventivement. Et on te reconnaissait dès que tu mettais le nez dehors, on te voyait, parce que tu avais participé à une manif, et on t'envoyait un flic et tu restais chez toi. C'est extrêmement effrayant pour chose qu'ils ont fait quand ils ont pu le faire. Le nombre d'arrestations préventives. Il y en a eu sur des groupes de droite nationaliste et compagnie aussi. Et pendant ce temps-là, les vrais criminels, les vrais voleurs, les vrais délinquants, c'était la notoriété sur les réseaux. C'était pas l'appartenance politique. Joyeusement. Tu pouvais pas ça. Oui, et pendant ce temps-là, on te met une échelle sur une façade du Louvre et on vient te piquer les joyaux de la couronne. Voilà, sans problème. Voilà, sans problème. Voilà, c'est ça la réalité. C'est que pendant ce temps-là, la vraie délinquance, la vraie criminalité, elle va joyeusement gambader dans la nature et faire ce qu'elle veut pendant qu'on va fliquer l'honneur.